Aujourd'hui, nous recevons Mehdi Chouli. Salut Mehdi. Et salut Marc. Enchanté et merci encore d'avoir accepté notre invitation sur notre chaîne podcast. Avec plaisir. Plaisir partagé. L'idée, Mehdi, c'est qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Si tu pouvais déjà te présenter, ton parcours, ce que tu fais aujourd'hui et ce qui te passionne. Ok. Dis-nous tout. Écoute, moi j'ai deux casquettes, même deux casquettes et demie. Je vais t'expliquer pourquoi. La première, et c'est mon activité principale, c'est celle de CGP, donc conseiller en gestion de patrimoine. Et je suis amené à accompagner mes clients dans le développement de leur patrimoine, dans son optimisation. Optimisation qui peut passer notamment par le démembrement de propriétés. On va en parler un peu plus tard. Je les accompagne aussi dans la sécurisation et la transmission de ce patrimoine. Je fais en sorte d'avoir une approche 360 parce que tu vas avoir deux types de CGP. Des CGP qui vont avoir une approche produit, qui sont vraiment experts dans un seul produit et qui ont une seule gamme dans la trousse à outils, disons, et des CGP qui sont beaucoup plus généralistes. Et ça va être mon cas. Je vais donc avoir une approche 360, donc je vais intervenir sur la partie, bien entendu, finance et immobilier, ce qui est en l'occurrence ton cœur de métier. Je vais intervenir aussi sur la partie transmission, et donc sur la partie civile de la gestion de patrimoine, mais aussi sur la partie fiscale et sur la partie sociale pour la partie dirigeant d'entreprise. Donc, je vais accompagner finalement des dirigeants d'entreprise, des professionnels libéraux, mais aussi des salariés. Donc, je me considère, moi, plutôt comme, tu l'as compris, comme un généraliste. On pourrait faire le parallèle avec le médecin généraliste que tu vas voir, qui va faire son diagnostic et ensuite qui va te prescrire un produit. Là, ça va être exactement la même chose, sauf que moi, je vais toucher à une matière qui est l'argent, donc bien entendu beaucoup moins importante que la santé. Et qui dit généraliste, dit aussi à côté de ça spécialiste. Donc, je suis aussi entouré de spécialistes qui sont notamment les professionnels du chiffre et du droit, donc les notaires, les experts comptables, les avocats fiscalistes ou même les professionnels de l'immobilier dont tu fais partie. Donc, ce que je fais, c'est que j'essaye de faire en sorte de mettre mon client devant le bon interlocuteur. Voilà la philosophie de mon métier et c'est ce que je fais au quotidien. Ça, c'est ma première casquette. Ma deuxième casquette. Je me permets, Mehdi, Oui. c'est qu'aujourd'hui, cette activité de gestion de patrimoine, tu l'as fait pour ton propre compte, tu fais partie d'une structure, dis-nous en plus. Moi, je fais partie de la structure qui est Alliance. Chez Alliance, tu as, on va dire, pour faire simple, deux blocs. Le premier bloc, c'est celui des agents généraux. Les agents généraux qui ont pignon sur rue et que tu peux voir au centre-ville, par exemple, quand tu te promènes, qui vont pouvoir commercialiser de l'IARD, notamment, donc de l'assurance habitation, de l'assurance auto et toute une gamme de produits beaucoup plus large que ça. Et ensuite, chez Alliance, tu vas avoir la partie Alliance expertise et conseil. Alliance expertise et conseil qui est constituée d'experts en protection sociale, donc qui vont accompagner notamment les dirigeants d'entreprise sur leur protection sociale et également des conseillers en gestion de patrimoine dont je fais partie. Donc moi, je suis chez Alliance expertise et conseil sur la partie gestion de patrimoine. D'accord, ok, super. Et donc cette deuxième casquette. Et on y vient. Deuxième casquette qui fait que je suis depuis 5 ans maintenant formateur spécialisé en gestion de patrimoine, principalement auprès de l'IAE de Bayonne, en master banque et assurance. Ça fait que je suis amené à former justement les futurs talents de la gestion de patrimoine en master 1 gestion de patrimoine et en spécialisation assurance vie pour les master 2. D'accord, ok, super. Et ça, tu fais ça depuis quand? Depuis 5 ans maintenant. Depuis 5 ans. Et c'est-à-dire que tu interviens en tant que intervenant extérieur, prof, quoi. C'est ça. Ok, super. T'es gentil, t'es pas gentil, t'es un gentil prof ou... Ça dépend de mon humeur, ça dépend des élèves, ça dépend de beaucoup de choses. Mais plutôt gentil, de manière générale. J'imagine que dans cette filière-là, les étudiants sont plutôt studieux, quoi. Ou pas, oui, peut-être. Oui, si, quand même. C'est le cas parce qu'ils ont quand même un niveau master, master qui se fait principalement en alternance. Ouais. Donc, ils ont une vision très professionnelle du métier, donc plutôt sérieux pendant les heures de cours. Ouais, d'accord. Ok, écoute, merci pour ça. Et donc, deux casquettes et demie. C'est ça.
pour la demi-casquette, et c'est là où on va se rejoindre parce que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, Marc, c'est la création de contenu sur LinkedIn. De ton côté, autour de l'immobilier, de mon côté, autour de la gestion de patrimoine. Donc, je crée du contenu sur LinkedIn toutes les semaines. J'essaie d'être régulier, en tout cas, pour vulgariser tout le concept autour de la gestion de patrimoine, parce qu'on peut partir du principe que la gestion de patrimoine, c'est du droit civil, c'est du droit fiscal, donc des choses plutôt techniques. Mais quand on creuse un peu et qu'on essaye de regarder un peu le détail des sujets, ce ne sont pas toujours des choses si compliquées que ça. Donc, moi, mon objectif, comme la plupart des autres créateurs avec lesquels on échange, c'est de vulgariser tous ces concepts pour être utile, mais déjà aux intervenants du métier, donc aux autres CGP et aux autres confrères, parce qu'on peut parfois parler de concurrents, mais je préfère parler de confrères, et également aux investisseurs et aux particuliers qui souhaitent appréhender de manière globale leur patrimoine. Et ce qui m'intéresse également, c'est de comprendre, on va dire, c'est quoi la genèse, pourquoi tu es là, enfin, pourquoi tu as à ce poste-là aujourd'hui, dans le sens où le gestionnaire de patrimoine, c'est en termes de fonction, c'est vraiment le tiers également de confiance vis-à-vis des clients, parce qu'on rentre vraiment dans l'intimité de ses clients, finance ou autre. Qu'est-ce qui a fait que, enfin, tu as toujours voulu faire ça? Comment tu as découvert le métier de la gestion de patrimoine? Écoute, moi j'ai un parcours plutôt classique et plutôt lambda. J'ai commencé avec une licence généraliste qui m'a mené à une dernière année en alternance et une première expérience en banque, dans le secteur bancaire, dans un premier temps, qui m'a beaucoup intéressé. Et très rapidement, j'ai eu deux choix. Soit me diriger vers la partie professionnelle, donc en tant que chargé de clientèle professionnelle ou en tant que chargé de PME notamment, ou alors me spécialiser sur la partie gestion de patrimoine. Ça peut paraître paradoxal pour un conseiller de gestion de patrimoine, mais moi, je n'ai jamais été très chiffre. Donc finalement, la partie bilan, compte de résultats ne m'a jamais réellement intéressé. Au départ, en tout cas, ça m'intéresse de plus en plus parce que j'accompagne des dirigeants d'entreprise. Mais la partie chargée de clientèle professionnelle ne m'a pas forcément intéressé. Donc c'est tout logiquement que je suis plutôt parti vers la partie gestion de patrimoine. Et j'ai décidé ensuite de me spécialiser derrière en master, parce que vu la technicité des sujets, attaquer ce métier avec une licence, c'est pas suffisant. Donc, j'ai enchaîné avec un master en banque et assurance et un second master en gestion de patrimoine de manière beaucoup plus experte, entre guillemets, auprès de Paris Dauphine. D'accord, ok. Et donc, aujourd'hui, tu es basé dans le sud? C'est ça, dans le sud-ouest, sur la région de Pau. Sur la région de Pau, mais à aujourd'hui, et notamment depuis la crise sanitaire, comme tu le sais, on peut faire beaucoup de choses en visio. C'est exactement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc, je peux avoir des clients sur la région de Pau, donc dans le sud-ouest, mais aussi à la région parisienne comme à l'étranger. D'accord. Écoute, merci pour cette présentation. J'aurais une question pour toi. C'est vrai que le podcast est très très axé investissement et en partie immobilier. Oui. Quelle est ton expérience dans l'investissement immobilier? À titre privé, tu veux dire? Ouais, à titre privé, ouais. Ok. À titre privé, je parlerai un peu du cordonnier le plus mal chaussé. J'investis en immobilier parce que c'est une classe d'actifs à part entière qui a toute sa place dans un patrimoine. On peut faire énormément de stratégies autour de l'immobilier. Mais quand je dis le cordonnier le plus mal chaussé, c'est parce que mes investissements immobiliers, je les ai faits en indivision avec ma partenaire de Pax. On en reparlera un peu plus tard. Pour teaser un peu le truc, on va certainement parler de SCI. Donc l'indivision, c'est pas forcément le statut le plus intéressant et le statut qui a mené à durer. Mais pourtant, j'investis malgré tout en indivision. D'accord. Immobilier. Et aujourd'hui, ça serait quoi on va dire le bilan, on va dire intermédiaire, hormis cette structure d'acquisition qui serait peut-être à optimiser, à revoir. C'est quoi ton bilan intermédiaire de tes expériences d'investissement? Mon bilan, c'est que l'immobilier, c'est la classe d'actifs la plus taxée en France. On pense principalement à l'impôt sur le revenu, mais l'immobilier, c'est aussi les prélèvements sociaux, c'est aussi potentiellement l'impôt sur la fortune immobilière, c'est aussi potentiellement la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, sans parler de la taxe foncière. Donc une classe d'actifs qui est vraiment très taxée, part du principe que si tu es sur une tranche d'imposition
à 30%, ce qui va concerner pas mal de contribuables. Sur les loyers que tu vas percevoir, tu vas avoir 30% qui vont partir au titre de l'impôt sur le revenu, plus 17,2% qui vont partir au titre des prélèvements sociaux. Donc, tu es vite à 47,2%, donc la moitié de tes loyers, qui vont partir en impôt. Ça, c'est le premier constat que j'ai fait. Donc, bien entendu, pour pallier à cela, le choix qui m'est paru le plus judicieux, c'est d'investir en location meublée non professionnelle, au réel simplifié. Mais je pense qu'on ne va pas forcément rentrer dans le détail de la fiscalité parce que sinon, on risquerait d'y passer pas mal de temps. Mais ce qu'il faut retenir sur l'investissement immobilier, c'est que certes, la partie financière et la partie rentabilité est super importante, mais ce n'est pas le seul critère à prendre en compte. Tu vas aussi avoir le critère du mode de détention. Est-ce que tu fais ton acquisition en indivision? Est-ce que tu fais ton acquisition seul? Est-ce que tu fais ton acquisition en SCI ou en communauté? Enfin bref, il y a beaucoup de questions qui vont se poser autour de l'acquisition immobilière et va aussi se poser la question de la fiscalité. Quelle fiscalité tu vas choisir pour ton acquisition immobilière? Si tu es en société, est-ce que tu vas être à l'impôt sur le revenu? Est-ce que tu vas être à l'impôt sur les sociétés? Si tu fais ton acquisition en direct, est-ce que tu vas être en location meublée professionnelle, non professionnelle, dans les revenus fonciers? Enfin, bref, tout un écosystème autour de l'immobilier qui fait que ça ne va pas se résumer simplement à la dimension financière. Oui, bien sûr. En fait, ce qui est vraiment clé, alors tu parlais des prélèvements, enfin de la taxation, on peut l'éviter, bien sûr, avec la bonne stratégie. Oui. Si on achète en nom propre, en location nue, donc on sera en déficit foncier, bah, si on fait suffisamment de travaux, bah, les travaux vont pouvoir absorber les loyers. Le pendant de ça, c'est qu'à partir du moment où on commence à mettre le doigt dans une stratégie de déficit foncier, bah, à chaque nouvel investissement, on va être obligé d'augmenter l'enveloppe travaux pour absorber les loyers de notre nouvel investissement plus les anciens. Donc ça, c'est vrai que c'est une problématique. Oui, bah, bien sûr, la niche du LMNP, alors on ne va pas forcément en parler aujourd'hui, mais ça, c'est clair que c'est en termes de diversification, on va dire de diversification d'investissement, c'est clair qu'il faut avoir dans son patrimoine du LMNP. Et la SCI dont on va parler, clairement, oui, ça offre beaucoup, notamment en SCI LE, ça offre quand même beaucoup d'avantages, alors des points de vigilance aussi, mais beaucoup d'avantages en termes de le fait de différer cette notion de fiscalité, du fait qu'il y ait beaucoup de charges à déduire sur les revenus, quoi. Donc, non, c'est intéressant ce que tu dis, mais encore une fois, c'est comme dans ton activité, la clé, c'est de bien comprendre les objectifs des clients, leur situation. Tu parlais de vision à 360, mais c'est vraiment ça. Et bien comprendre leurs objectifs, leur situation, et de trouver, en tout cas dans le cas de l'immobilier, mais dans d'autres placements, c'est pareil, le type d'investissement qui va vraiment répondre aux attentes. C'est exactement ça. Donc, l'idée, ce n'est pas d'avoir une approche produit, mais comme tu le soulignes également, une approche globale qui va prendre en considération donc, la dimension fiscale du patrimoine de ton client, la dimension financière de son patrimoine et aussi la dimension civile avec notamment tous les aspects transmission dont on va parler un peu plus tard. Et donc, en fait, là, ça me permet merci pour l'enchaînement. En fait, bon, comme tu sais, nous, au sein de BO Equinox, on accompagne nos clients de A à Z dans leur projet d'investissement. On est spécialisé dans les immeubles de rapport qui s'autofinancent en dehors des grandes agglomérations. Et on a la chance de pouvoir accompagner des profils à la situation financière vraiment stable, et qui peuvent se constituer, on va dire, un patrimoine assez conséquent dans la durée. L'objectif principal, enfin plusieurs objectifs de nos clients, ça va être je l'ai dit, de se constituer un patrimoine assez conséquent, de préparer une rente, une source de revenus complémentaire pour la retraite, ou un capital à se constituer pour la retraite. Et également, ça revient très très souvent, le fait de préparer la succession, même si on a
30 ans, 40 ans, on a envie de ce qu'il y a de mieux pour ses enfants, de pouvoir leur léguer, on va dire, les fruits de notre travail, mais avec un minimum de fiscalité. Et donc, c'est vrai que quand on cumule l'ensemble de ces objectifs-là, la SCI offre quand même beaucoup d'avantages, coche beaucoup de cases. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on souhaitait t'avoir sur le podcast, puisque tu es un expert dans cette partie-là. Et donc, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur les avantages, entre autres, alors peut-être déjà, qu'est-ce qu'est une SCI? Les avantages d'investir en SCI quand on a l'objectif de se constituer un patrimoine et d'anticiper la succession. Ok. Pour cela, je vais partager mon écran avec toi parce que parler, c'est bien, mais illustrer, c'est encore mieux. J'ai essayé de faire aussi synthétique que sur LinkedIn en reprenant quelques schémas. Et pour en revenir à l'investissement immobilier de tes clients, dans ton cas, tes clients investissent principalement en SCI, mais ils peuvent aussi investir en direct, mais peut se poser la question, comme on l'a évoqué tout à l'heure, de la transmission de ces biens immobiliers-là. Si jamais ils veulent faire la donation d'un bien immobilier en direct, c'est totalement possible. Tu peux donner un bien immobilier à tes enfants, par exemple, en pleine propriété ou en démembrement de propriété. On y reviendra tout à l'heure. Mais le problème que tu vas rencontrer, c'est que tu vas perdre en quelque sorte la liberté de gestion, déjà, et notamment en cas de vente du bien démembré en question. Aussi, en termes d'organisation, on parlait aussi tout à l'heure d'indivision. L'indivision, c'est censé être un statut qui n'est pas amené à durer dans le temps. Donc, tu vas avoir tous les problèmes qui sont liés à la gestion en indivision. Donc, si tu veux pallier à cela, la SCI, ça peut répondre à cet objectif pour notamment la transmission de ce patrimoine. Ce qui va être intéressant avec une SCI, pour le rappeler, c'est sur société civile immobilière. Tu vas pouvoir déjà d'abord aménager les statuts. Aménager les statuts pour la gestion et la disposition des biens qui seront acquis par ta SCI. Contrairement à l'indivision, encore une fois, qui est un statut précaire, un seul associé ne peut pas provoquer la dissolution de la société, donc de la SCI. Et au niveau de la transmission, si tu es amené à donner un bien immobilier que tu détiens en direct, c'est soit tu donnes le bien dans sa globalité à une seule fois, mais tu ne vas pas pouvoir donner le bien en plusieurs fois. Ce qui va pouvoir être possible via une SCI, parce qu'un SCI, tu ne vas pas donner le bien, mais tu vas donner les parts de ta SCI, et ça, tu vas le faire de manière progressive dans le temps. Concrètement, tu as un enfant, tu as un bien qui vaut 200 000 euros. Sur la donation que tu vas lui faire, tu vas bénéficier d'un abattement de 100 000 euros. Donc, tu vas être taxé sur le delta qui est de 100 000 euros. Pour pallier à ça, la SCI va permettre de donner 100 000 euros de part une première fois. Et au bout de 15 ans, tu vas pouvoir refaire une deuxième donation de part de 100 000 euros pour justement éviter une taxation dans le temps. Et ça, je me permets, on est d'accord, on n'est pas obligé de passer chez le notaire. Si, par contre, à partir du moment où tu vas toucher à de l'immobilier, forcément, en termes de donation, tu vas passer par le notaire. Enfin, non, pardon, je la refais, non, je corrige ce que j'ai dit. Sur le fait de quels sont les frais afférents à cette donation? Alors, les frais de donation, dans un premier temps, qui vont être en moyenne, on va dire, après abattement de 20% par bénéficiaire. Ça va être la partie fiscalité. Et ensuite, si tu passes par le notaire, bien entendu, tu auras les frais d'acte et les émoluments du notaire. Mais à partir du moment où tu fais une donation et que ça va porter sur un bien immobilier, dans ce cas-là, il faudra que ça passe par le notaire. Et dans tous les cas, pour ouvrir une petite parenthèse, même si on touche à du financier en cas de donation, moi, je préconise toujours à mes clients de passer par leur notaire pour sécuriser, dans tous les cas, l'opération. D'accord, mais alors, je la refais, mais dans le cas où on cède des parts de SCI et la valorisation rentre dans le cadre des abattements, c'est-à-dire
de mémoire, c'est 150 000, c'est ça, sur 15 ans? C'est 100 000 euros tous les 15 ans que tu vas redonner à tes enfants. Donc, admettons, voilà, est-ce que tu peux reprendre l'exemple? C'est-à-dire que si je donne 100 000 euros de valorisation de part à mes enfants tous les 15 ans, qu'est-ce que moi, propriétaire, qu'est-ce que ça me coûte concrètement? Alors, tant que tu es en dessous des abattements, ça ne te coûtera rien en termes de fiscalité sur les droits de donation. Et c'est justement l'intérêt de la SCI, comme évoqué tout à l'heure. Si tu donnes un bien en direct, en pleine propriété, par exemple, à tes enfants, si tu en as 2 et que le bien vaut plus de 200 000 euros, forcément, sur la partie qui excède les 200 000 euros, tu vas être taxé en termes de frais de donation. Par contre, si c'est fait via ta SCI, tu vas pouvoir entrer dans une stratégie dans laquelle tu vas faire en sorte que les donations que tu fais à tes enfants n'excèdent pas leurs abattements, donc de 100 000 euros par parent et par enfant, et rentrer dans cette stratégie tous les 15 ans pour éviter la taxation pour tes enfants. Ouais, donc il y a quand même, enfin, ça donne quand même pas mal de latitude par rapport à ça, quoi, si on cite bien les choses, quoi. C'est ça. Et question qui nous est posée aussi, dans le cas où je suis propriétaire d'un bien admettons, depuis 25 ans ou depuis 30 ans, admettons. Est-ce que si j'ai pas fait de donation pendant les 15 premières années, est-ce que je peux, et c'est 100 000 par parent, par enfant, est-ce que je peux doubler les 15 années pour rattraper ce que j'ai pas fait? Ce serait bien, j'aimerais bien, mais non. Hélas, non. Perdu, c'est perdu. Donc, on va vraiment partir sur 15 ans à partir du moment où tu as fait ta donation. On est d'accord également que ce type d'approche est vraiment dédié à la situation qu'on souhaite garder le bien. Ou est-ce qu'on peut également céder des parts de SCI à ses enfants, alors que, in fine, on va peut-être au final, la vie fait que, et on revendre, on revend le bien. Les deux situations peuvent se présenter, mais c'est vrai que c'est un point important que tu soulignes parce que généralement, les parents font des donations à leurs enfants en se disant que le bien va rester dans la famille ou que les enfants vont conserver les biens immobiliers en question, mais ce n'est pas forcément la stratégie des enfants ou des héritiers derrière qui préfèrent finalement céder les biens in fine pour récupérer du cash pour d'autres projets par la suite. Je comprends. Ok, clair. Donc là, c'est concrètement ce qu'il y a sur la droite, c'est ce que tu viens de nous résumer, quoi. C'est ça, c'est tout à fait ça. Je ne rentre pas dans la partie technique du compte courant associé. Ça, l'idée pour tes clients, c'est plutôt de se rapprocher justement d'un conseiller en gestion de patrimoine pour aborder cette partie technique. Mais voilà, ce que je voulais souligner, c'est que d'une part, la SCI permet une grande liberté dans la rédaction des statuts et dans l'organisation, contrairement à l'indivision qui, encore une fois, est un statut qui est censé être précaire. Nul n'est censé rester dans l'indivision. Et également, avec la SCI, tu vas pouvoir vraiment rentrer dans une stratégie de transmission de parts dans le temps, ce que tu ne peux pas faire de manière simple avec de l'immobilier détenu en direct. Je comprends. Je me permets, Mehdi, j'ai une autre question. Je reviens un peu sur les émoluments, si je puis dire, du notaire, alors ce qu'on appelle communément frais de notaire, c'est c'est très vulgarisé, mais je reprends l'exemple d'un bien, des parts qu'on cède à ses enfants d'une valorisation de 100 000 euros pour bénéficier de l'abattement. Donc 100 000 euros. En comparaison, j'ai un bien que je souhaite acheter qui est également valorisé à 100 000 euros. J'achète à 100 000 euros. Ce bien en direct, lorsque je vais passer chez le notaire, je vais l'acheter avec des frais de notaire. Alors, je mets encore des guillemets parce que, encore une fois, la vulgarisation du terme, les frais de notaire vont être de 8%. Donc, je vais payer à peu près 8 000 euros. Lorsque dans le cas d'une succession, enfin d'une donation,
Je parle de succession, mais c'est plutôt de donation. Le, ces parts qui sont valorisées à 100 000, est-ce qu'il y a également des frais de notaire d'une valorisation de 8% à payer, ou est-ce que c'est beaucoup moins cher que ça? Non, ce sera beaucoup moins cher que ça. Et comme tu l'as évoqué, on parle de frais de notaire, mais le mot est un peu barbare parce que ce n'est pas uniquement la rémunération du notaire, hein. Le plus gros des, entre guillemets, frais de notaire, Taxe, c'est la taxation. La bien sûr. partie rémunération du notaire, donc les émoluments, sont vraiment une partie minime. Et pour revenir à ta question initiale, qui est la partie frais de notaire dans le cadre d'une donation, non, ça ne coûtera pas 8% comme dans le cadre d'une vente immobilière. On sera bien en deçà. On sera bien en deçà. Maintenant, tu as plusieurs critères qui vont rentrer en compte, notamment le type de donation, mais on sera bien en dessous de ces fameux 8% de frais de notaire comme pour une vente immobilière. D'accord, ok, super, merci pour les précisions. Tu nous as préparé deux autres slides, Mehdi. Oui. Alors, je vais peut-être passer sur le premier, celui-là. Oui. Ouais, celui-là, ça te va? Ouais, ça me va. On fait dans l'ordre que tu veux. Ok. Mais l'idée, c'est de retenir que une donation, tu peux la faire en direct et en pleine propriété. Donc, tu donnes un bien immobilier ou des parts en pleine propriété à tes enfants, par exemple, mais ça peut aussi se faire en démembrement de propriété. Alors, le démembrement, ça peut paraître un peu barbare comme thème, Ouais, comme bien sûr. terme. Ça fait un peu film d'horreur, mais finalement, on va voir que c'est pas si, si barbare que ça comme terme. Moi, là, je suis parti sur deux stratégies à te présenter pour tes clients qui vont bien entendu afférer à de l'immobilier. La première, ça va consister à donner la nue propriété d'un bien immobilier à tes enfants. Donc, l'idée, c'est de te dire que les parents vont conserver l'usufruit du bien. L'usufruit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est de la résidence principale, par exemple, ils pourront continuer à y vivre dedans, les parents, malgré la donation de la nue propriété. Si on est sur de l'investissement locatif, qui est ton cœur de métier, mais c'est toujours les parents qui vont percevoir les loyers Ouais, pour faire tout du à fait. complément de revenus, hein, notamment, et les enfants qui auront la nue propriété auront finalement un droit de propriété à terme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est sur une durée viagère de démembrement de propriété, mais les enfants ne toucheront rien jusqu'au décès des parents. Donc là, tu pourrais te dire, OK, mais du coup, à quoi ça sert? Et on va y revenir un peu plus loin. On est sur de la donation. Qui dit donation, comme on l'a évoqué tout à l'heure, dit aussi abattement de 100 000 euros par parent et par enfant, renouvelable tous les 15 ans. Et ce qui est intéressant sur une donation démembrée, c'est que finalement, en valeur fiscale de la donation, ce que tu donnes à tes enfants, ce n'est pas la valeur de la pleine propriété du bien, mais uniquement la valeur de la nue propriété. Et pour la calculer, cette valeur de la nue propriété, on va se baser sur un barème qui est l'article 669 du Code général des impôts, qui va se baser sur l'âge de l'usufruitier. Sur l'exemple qu'on a ici sur la droite, on a les parents qui ont respectivement 54 ans et 53 ans. Donc, la valeur de leur usufruit, ce sera 50%. Et la valeur de la nue propriété, ce sera, par déduction, hein, pour que ça fasse 100, également 50%. Donc, qu'on soit clair, je me permets, qu'on soit clair, c'est-à-dire que dans le cadre d'un démembrement de propriété, Oui. plus les propriétaires qui, à l'origine, étaient en pleine propriété, plus les propriétaires sont âgés, plus la valorisation de l'usufruit baisse. C'est ça, c'est exactement ça. Et mécaniquement, plus la valeur de la nue propriété va augmenter. Donc, pour rebondir sur ce que tu nous disais tout à l'heure, entrer dans une stratégie de transmission, ou en tout cas l'anticiper le plus tôt possible, ça peut être à 35 ans, à 40 ans, selon la taille du patrimoine, c'est l'idéal et ça permet vraiment de l'illustrer. Plus tu vas faire une donation démembrée tôt, en donnant la nue propriété dans ce cas-là, moins la valeur de l'actif taxable pour tes enfants, qui sera la nue propriété, sera élevée. D'accord. Donc, Ok.
Clair. Pour en revenir à l'exemple qu'on a là, si tu as un bien immobilier qui vaut 800 000 euros, encore une fois, ça peut être de la résidence principale, comme ça peut être un bien locatif. La valeur de l'usufruit que vont conserver les parents, ça va être 400 000 euros. Et Ouais. la valeur de la nue propriété que vont se partager les deux enfants, ça va être donc 400 000 euros divisé par 2, ça fait 200 000 euros par enfant. On l'a vu tout à l'heure, les enfants bénéficient d'un abattement de 100 000 euros par parent et par enfant. Donc, on arrivera sur une base taxable de 0 euros. Donc, là, tu peux te dire, OK, mais du coup, à quoi ça sert? Ça sert à quoi? Ben, ça sert à ce que nous dit l'article 1133 du Code général des impôts. À partir du moment où les parents décèdent, l'usufruit rejoint la nue propriété sans taxation supplémentaire. Donc, Ouais, pour donc, résumer, ouais, ça veut dire que, de ce que tu dis, c'est oui, que on a cédé, on va dire, on a cédé à nos enfants 50% de la valeur de notre patrimoine oui, pour 0 euros, enfin quasi, hormis les émoluments du notaire, si je peux dire. oui, Mais en tout cas, fiscalement parlant, pour 0 euros. Et dans le cas où, bon, on n'espère pas, hein, parce que là, on dit que les deux parents cèdent leur part. Donc là, on est en train de se dire que s'ils décèdent tous les deux, finalement, les enfants récupèrent la pleine propriété. c'est ça, tout à fait, sans Donc, taxation. est-ce que, et du coup, ouais, sans taxation, donc ça, c'est énorme, quoi. Et même si, on est d'accord, même si sans taxation, même si ça. Non, par contre, il y aura quand même un. Là, on sera au-dessus, en cas de décès, on sera au-dessus des abattements, là. On sera au-dessus des abattements puisque le bien vaut 800 000 euros, Ouais. mais à partir du moment où la nue propriété a été transmise aux enfants et qu'il y a eu potentiellement des frais de donation à l'origine, ce qui n'est pas du tout le cas ici. On a vu qu'on était en dessous des abattements, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple. Ouais. Mais derrière, quand l'usufruit va rejoindre la nue propriété, pour les enfants, ça se fera sans taxation, même si on est sur 800 000 euros. D'accord. Ah ouais, donc tu vois, ça, c'est quelque chose que j'avais pas. Ouais, un exemple comme ça, c'est quelque chose que j'avais pas appréhendé. Et non, c'est intéressant. Et dans le cas où il y a un des deux parents qui décède. Ce qui est mis en place généralement, c'est ce qu'on appelle un usufruit successif. Donc, le conjoint survivant va conserver l'usufruit du bien jusqu'au second décès. D'accord. Donc il va conserver 100% de l'usufruit. Et il pourra vivre donc continuer à vivre à l'intérieur du bien ou pour rester toujours dans l'optique investissement immobilier locatif, il continuera à percevoir les loyers. Non, c'est ultra intéressant ça. Ouais. Ok, non, super. Merci, merci pour ça, Mehdi. Seul Est-ce que point tu voulais d'attention, Dis-moi, vas-y. seul point d'attention qui est vraiment important, parce que là, ça peut paraître une stratégie en or, entre guillemets. L'idée, c'est de se dire que si les parents veulent revendre le bien pour investir dans un autre bien, ils ne pourront pas le faire, de même sans l'accord des enfants. Ils devront se partager le prix de vente avec les enfants en fonction de la valeur de leur usufruit et de la nue propriété des enfants. Donc, ce genre de stratégie est intéressante si on part dans l'optique que le bien ne sera jamais revendu pour être investi sur un autre actif pour les parents. Je comprends. Ouais. Ouais, donc il faut être vraiment vigilant. Ok, ça coche vraiment beaucoup de cases en termes d'optimisation de donation, mais faut être bien sûr de ce qu'on souhaite faire du bien, quoi. Oui, même si voilà, pour aussi diluer un peu ce que je viens de dire, ce sera possible de réinvestir le fruit de la vente sur un autre bien immobilier démembré. À nouveau, ce sera totalement possible. Ou si vraiment les parents ont besoin de ce capital-là, on pourra créer ce qu'on appelle, sans rentrer dans les détails, un quasi-usufruit pour qu'ils puissent continuer à percevoir les fonds et le capital malgré la présence des enfants. Mais ça, voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, on va Non, rester sur la partie immobilière. ok, bah écoute, merci pour cette présentation détaillée, Mehdi. Tu voulais nous présenter un autre point, il me semble. Oui, alors, ce qu'on vient de voir à l'instant, c'est la donation de la nue propriété à tes enfants.
Mais la stratégie inverse peut exister aussi. Ça peut être donner l'usufruit d'un bien immobilier. L'usufruit, ou en tout cas le démembrement de propriété, par définition, c'est toujours temporaire, soit viager, comme on vient de le voir à l'instant, soit à durée fixe. Ce qu'on va voir maintenant, c'est la donation temporaire d'usufruit. Donc là, on sera vraiment sur une durée fixe pour optimiser, même si je n'aime pas ce terme-là, la fiscalité pour les parents. Là, ce qui va se passer, c'est que tu vas donner l'usufruit pour une durée fixe, pour 10 ans par exemple, à ton enfant, pour qu'il puisse lui-même percevoir les loyers. Donc, tu te dis que tu as investi dans l'immobilier, ta tranche marginale d'imposition est quand même importante et tu n'as pas forcément besoin des loyers. Ouais. Tu vas pouvoir donner l'usufruit du bien immobilier à ton enfant qui, lui, est potentiellement étudiant ou dans le besoin et a besoin de revenus. Je me permets, Mehdi, les calculs, de la même manière que tu disais tout à l'heure, le calcul de la nue propriété et de l'usufruit, c'est quelque chose de très cadré. Là, on est dans le même cadre, c'est-à-dire que le calcul de la nue propriété ou de l'usufruit va également dépendre de l'âge des propriétaires, mais probablement également de la durée du démembrement. Alors, dans ce cas-là, on ne va pas être sur l'article 669 du Code général des impôts avec le barème qu'on a vu tout à l'heure, Ouais. mais on va se baser sur la durée. C'est uniquement la durée, donc le paramètre, l'âge des propriétaires ne rentre pas en ligne de compte pour du démembrement temporaire. Non, c'est ça, tout à fait. Là, le calcul va être encore plus simple, c'est que la valeur de l'usufruit transmise va être de 23% par période de 10 ans. Donc, si tu donnes l'usufruit pour 9 ans à ton enfant, tu vas prendre 23% de la valeur de la pleine propriété. Si tu lui donnes l'usufruit pour 11 ans, tu seras là à 46% de la valeur de la pleine propriété. Donc, ça fonctionne par tranche de 10 ans. Ok, je comprends. Donc là, je me mets à la place du propriétaire. On est d'accord que généralement, en tout cas, j'imagine que ce type de montage, il est surtout intéressant ou pratiqué lorsque le bien il est remboursé, quoi. Parce que sinon, si tu cèdes l'usufruit à tes enfants, c'est-à-dire que tu as la nue propriété, s'il te reste encore un crédit dessus, bon, faut avoir probablement les reins solides pour pouvoir absorber le crédit sans revenu, quoi, à côté, quoi. Si ce sont les parents qui prennent en charge la mensualité de prêt, oui, totalement. Ouais. On va plutôt s'adresser à des personnes pour lesquelles on n'a plus de capital restendu sur l'investissement pour ce type de stratégie. Maintenant, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est intéressant au titre de l'impôt sur le revenu, car ce n'est plus, bien entendu, le parent qui va déclarer les loyers, c'est l'enfant usufruitier, mais également, en termes d'impôt sur la fortune immobilière, c'est l'usufruitier, donc l'enfant, qui va déclarer le bien à l'IFI, donc à l'impôt sur la fortune immobilière, pour la pleine propriété du bien. Ouais, donc du coup, ça veut dire que c'est non seulement par ce schéma de démembrement temporaire, on optimise sa succession, mais on peut également, pour les gros propriétaires qui sont sujets à l'IFI, on peut optimiser sa fiscalité, quoi. Ce sera plutôt la fiscalité, parce qu'en termes de succession, l'idée c'est de se dire qu'on est sur du temporaire, donc tôt ou tard, les parents récupéreront la pleine propriété. Ils récupéreront la pleine propriété pour un bien qui réintégrera donc derrière l'actif successoral, donc en termes de transmission, et c'est là où la stratégie a ses limites pour ce point-là, c'est que au moment de la donation temporaire, tu vas consommer les abattements de 100 000 € par parent et par enfant pour un bien qui va être réintroduit dans ton patrimoine. Donc, c'est un peu la limite de la stratégie pour la partie. Est-ce que, pour avoir déjà fait appel à des avocats fiscalistes pour ce type de montage, voire même plus complexe, on parle souvent de risque de requalification, le fait que voilà, ce type de montage soit fait à des destinations purement fiscales. On est d'accord que vis-à-vis de l'administration fiscale, il faut qu'il y ait un sens à tout ça, quoi.
Et oui, totalement. Il ne faut pas que l'objectif de l'opération soit principalement fiscal. C'est pour ça que j'ai pris tout à l'heure l'exemple d'un enfant étudiant ou en tout cas d'un enfant dans le besoin pour pouvoir justifier cette opération, bien entendu. Ok. Non, c'est super intéressant. Dans le cadre de certains clients qui sont également chefs d'entreprise, le fait de pouvoir aussi démembrer des biens pro, ça peut être aussi également une optique. C'est un peu plus pointu, mais il y a vraiment des optimisations à faire, bien entendu, à partir du moment où voilà, ça s'inscrit dans une stratégie globale et qu'on est en mesure de le justifier auprès de l'administration fiscale, bien sûr. C'est ça, c'est exactement ça. Donc pour moi, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un investissement immobilier, que ce soit de la résidence principale ou du locatif ou de la résidence secondaire même, il ne faut pas avoir uniquement en tête la dimension financière. Il faut aussi avoir en tête la dimension fiscale de l'investissement et la dimension civile et successorale de cet investissement. Et c'est là que peut intervenir notamment la SCI dont on a parlé tout à l'heure et toutes les stratégies autour du démembrement de propriété. Ouais, je comprends. Ouais, beaucoup de valeurs, hein, comme ce que tu partages dans tes posts. Est-ce que tu as des choses à ajouter sur ces exemples, Mehdi? Non, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, l'idée, c'était vraiment de rester généraliste et de ne pas faire quelque chose de trop technique parce qu'on pourrait en parler pendant plusieurs heures vu que le sujet est passionnant. Moi, ce que je retiens, alors j'en suis intimement convaincu, ce que je retiens de tout ça, et je vais peut-être supprimer le partage d'écran. Alors, hop. Ah ouais, donc merci Mehdi pour cette présentation et ces différents slides. Clairement, ce qui apparaît, c'est que si on veut anticiper, alors déjà une succession, première chose, ça s'anticipe. Oui. Ça c'est clair. Ça se fait. Moins on l'anticipe, en tout cas, plus on est sujet, on va dire, aux aléas. Et c'est vrai qu'au regard de ce que tu nous as présenté, bon, bien sûr, j'en suis intimement convaincu, encore une fois, c'est tous les avantages que présente la SCI en termes d'anticipation. C'est beaucoup plus simple. Tu parlais au début de notre échange d'indivision. C'est clair que pour céder un bien, anticiper une donation d'un bien détenu en indivision, c'est très, très compliqué. C'est-à-dire que clairement, il faut vendre. Et en plus, faut être d'accord pour ça. Et de ce fait, c'est vrai que ça permet, le fait de pouvoir céder des parts de SCI permet de céder son patrimoine à ses enfants de manière progressive, maîtrisée, avec une fiscalité également maîtrisée si on s'y prend bien, on est bien accompagné par des professionnels comme toi. Eh bien, on peut céder son patrimoine quasiment avec zéro fiscalité. Et avec des coûts, des émoluments aussi de transactions, si je puis dire, de succession via le notaire, beaucoup plus faibles que des frais de notaire, si je puis dire, classiques de coûts d'acquisition immobilière qui sont de 8%. Là, en l'occurrence, dans le cas de ce que tu disais tout à l'heure, c'est que dans le cadre de cession de parts de SCI, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus faible. Oui. Donc ouais, clairement, ça coche beaucoup de cases. Merci encore pour ça, Mehdi. Est-ce que tu aurais une chose à rajouter? Non, je pense que tu as bien clôturé le sujet. Donc, anticipation en termes de transmission et toujours approche globale sur la gestion de son patrimoine entre la dimension financière, la dimension fiscale et la dimension civile. Toujours. Ouais. Comment, qui nous suivent et qui écouteront cette interview, ce podcast, comment ils peuvent te contacter, Mehdi? Dis-nous tout. Deux possibilités. Soit via LinkedIn, donc réseau sur lequel on est plutôt actif. Donc Mehdi Chouli sur LinkedIn. Mehdi, M-E-H-D-I, le H avant le D parce qu'il y a les deux orthographes. Sinon, directement via mon adresse email professionnelle, Mehdi, M-E-H-D-I, .chouli, C-H-O-U-L-I, @alliance.fr. Tout simplement. Top, de toute façon, on le mettra en lien du podcast. Merci encore infiniment, Mehdi, d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. On est ultra convaincus de l'importance de la SCI dans l'aspect transmission. Bien sûr, c'est pas, comme tu l'as dit, c'est pas la seule corde à ton arc. Non. Ça, c'est sûr.
Mais en tout cas, voilà, c'est important pour nous de faire appel à des experts comme toi pour traiter vraiment des sujets vraiment spécifiques et de rentrer dans le détail pour apporter de la valeur à la communauté. Donc, merci infiniment pour ton temps. Et puis, je te dis à très, très vite sur LinkedIn ou en physique. Merci encore, Mehdi. Merci pour ton accueil et à bientôt. Salut.